Épisode 409 des Technos, le dernier épisode de la saison 2000, de la saison 9, pas 2000 quelque chose, de la saison 9, avec mes camarades de jeu, Aurélien et Thierry, qui sont ceux qui, vous le savez peut-être, si vous nous suivez depuis un certain temps, ont l'habitude de clôturer une saison. Ils l'avaient déjà fait l'année passée au bord de l'eau. Cette année-ci, il fait un petit peu gris, un petit peu pluvieux. Ils ont quand même trouvé le moyen de se mettre au bord de l'eau, au bord d'une piscine, pour tout vous dire. Aurélien et Thierry, bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Eh bien, nous, on est en tenue estivale, même s'il fait un temps de M, donc on va très bien. Voilà, on a la Mini qui est à notre gauche, qui nous permettra de partir en vacances juste après l'épisode. Voilà. Alors, Thierry cheveux au vent par la portière. Je vais expliquer, Aurélien, parce que nos amis qui nous écoutent en podcast se disent mais de quoi il parle, d'une piscine, de Mini, de quoi s'agit-il ? Vous êtes dans un endroit un petit peu particulier, je le disais, avec une piscine d'intérieur, c'est pas une piscine olympique, hein, on est bien d'accord, mais c'est une piscine d'agrément, on va dire ça comme ça. Et contre le mur à votre gauche, il y a une demi-Mini, la voiture Mini. Je dirais même presque un tiers de Mini en fait. Mais presque un tiers de Mini, donc voilà, si on a le temps, on mettra les photos sur notre compte Twitter et autres. D'ailleurs, mes petits camarades ne manqueront pas de partager avec nous prochainement les photos, peut-être les coulisses de cet enregistrement un petit peu particulier, comme on n'a pas beaucoup l'habitude d'en faire, faut bien le reconnaître. Donc si vous entendez des échos, des choses ça et là, c'est tout à fait normal. Il faut bien, voilà, c'est de la technique, c'est des fois un petit peu compliqué d'organiser les choses. Là, on y est arrivé un petit peu avec du retard. On va terminer tard ce soir, mes petits amis. Avant d'entamer notre épisode, si vous le voulez bien, je voulais quand même faire un petit rappel, si j'y arrive, voilà, en vous indiquant les prochains enregistrements. Bah oui, les dates, parce on prend quelques vacances. Prochain enregistrement, prochain rendez-vous, en tout cas pour vous, l'épisode 410, ce sera le 20 juillet, et puis plus rien. Puis on va être tranquille. Jusqu'au 17 août, on se retrouvera le 17 août avec une autre partie de l'équipe pour l'épisode 411. Et sachez-le déjà, la rentrée saison 10 des Technos, ce sera le 7 septembre que l'on se retrouvera avec encore nos autres camarades. Les Technos, l'équipe est au complet, tout le monde rempile cette année, donc cette prochaine saison. Donc tout va pour le mieux. Ce podcast, je le rappelle, le principe, c'est à peu près 1 heure d'actualité technologique, vu avec le regard de mes amis chroniqueurs, évidemment. C'est un peu le principe, c'est qu'ils épinglent tout au long de la semaine quelques news technologiques qui les ont titillés, qui se disent, tiens, ça j'ai envie de le partager avec les auditeurs. On le fait, et on le fait sous forme d'abécédaire, pour bien ranger les choses. Hein. On commence par la lettre A, B, C, D. Non, on commence à la lettre D cette fois-ci, que voilà, et on poursuivra avec les autres lettres directement après, forcément, c'est un abécédaire. D comme doublage, et c'est Thierry qui entame cet épisode 409, le doublage qui devient multilingue, et c'est technologique aussi, mon bon Thierry. Et oui, et puis à propos de doublage, le duo, le doublé gagnant, Aurélien et moi, réunis physiquement. Voilà, la Suisse se déplace en France pour animer cet épisode de clôture. Le doublage débarque sur YouTube. C'est assez bluffant puisqu'en fait, vous savez, quand vous lisez une vidéo sur YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée pour toutes sortes de réglages, la qualité, etc. Puis à côté, il y a aussi le petit réglage pour choisir la langue des sous-titrages. Et je vous ai mis dans les liens de description de cet épisode un lien d'un épisode de MrBeast, hein, vous savez, ce fameux YouTuber qui dépense de l'argent pour en offrir encore plus à ses invités pour toutes sortes de défis. Et c'est vraiment bluffant puisque vous avez maintenant un nouveau choix. Vous avez un choix audio doublage et vous pouvez choisir la langue. Donc t'imagines, tu peux écouter MrBeast en thaï, en allemand, en coréen, en anglais, c'est sa vraie voix. Donc effectivement, l'intelligence artificielle a identifié ce qui est dit,
mais va également après apposer la voix de synthèse. Alors hors caméra, on en parlait avec Aurélien, c'est pas la voix de MrBeast dans les autres langues, mais ça passe bien parce qu'il y a ces dynamiques et tout. Moi qui parle couramment le russe, le coréen, le thaï, je m'y suis retrouvé, il n'y a aucun problème. J'ai toujours de la peine avec le suisse allemand, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est rugueux. Oui, non, mais ce qui est bluffant, tu vas apprécier ça, Marc, c'est qu'en fait, il y a le bruitage, ce qui se passe dans la scène, la musique et tout, donc la voix vient pas écraser la piste sonore pour remplacer tout ce qui est phonique, mais audio, mais vient vraiment comme une voix remélanger, qui a été doublée pour un film. Voilà, exactement. Et là, vous allez pouvoir découvrir cet épisode où MrBeast s'amuse à acheter toutes sortes de yachts de différentes tailles. Et j'avoue que là, ça me laisse autant admiratif que inquiet parce que je pense à tous les métiers d'interprète, je pense à toute la chaîne de prod qui va là derrière. Est-ce que le cinéma va être impacté par ce genre de technologie ? Parce que vous savez, par exemple, Dubbing Brother, là pour les Français, puisqu'on est en terre française, c'est une grosse boîte de doublage qui travaille sur du film hollywoodien à tire-larigot. C'est des métiers, c'est des voix, c'est des acteurs. Est-ce que l'IA va remplacer effectivement ces corps de métier et cette industrie ? Voilà, la question reste ouverte parce que moi j'ai vraiment pas la réponse, mais ce que j'ai écouté, là ce que vous allez pouvoir tester, c'est vraiment bluffant. Pour déjà répondre en partie à ta question, Thierry, ça existe déjà. Certaines startups se sont lancées dans l'aventure du doublage. Pour l'instant, c'est au niveau de la publicité essentiellement que ça se passe, mais ça pourrait se passer aussi sur du court ou du long métrage dans les mois peut-être ou les années qui viennent, puisqu'il y a maintenant la possibilité effectivement de doubler les personnages des films avec des voix de synthèse, mais qui sont en fait les voix des acteurs originaux, mais dans une autre langue. Donc on récupère la langue et on la met donc tout ce qui est intonation, etc. devrait être gardé. Donc le jeu de l'acteur devrait être retranscrit dans d'autres langues. Il y a déjà une pétition qui circule, en tout cas chez les doubleurs francophones en Europe, me semble-t-il, une pétition qui circule pour demander qu'on légifère par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens dont c'est le métier, des comédiens d'ailleurs de très bonne qualité, en France, en Belgique, en Suisse aussi j'imagine, et probablement aussi au Québec, qui s'inquiètent beaucoup de ce que sera leur avenir, sachant que ces technologies, effectivement, pour les réalisateurs et pour les maisons qui produisent des films, des longs métrages, c'est du pain béni évidemment, et encore plus peut-être pour les séries télévisées et autres, parce que le doublage coûte relativement cher. Il faut savoir aussi que le principe même du doublage, c'est un truc relativement francophone en fait, par rapport au marché américain, parce que quand tu vas dans des pays comme le nord de la Belgique, par exemple, où on parle le flamand, ou le néerlandais, si vous préférez, là, on regarde les films dans la langue originale, simplement sous-titrés en néerlandais. C'est pas doublé parce que le marché est trop petit que pour payer le doublage dans ces langues-là. Et donc, c'est surtout en français, pour la France, pour la Belgique, peut-être aussi pour la Suisse francophone, que les films sont doublés. Malgré tout, c'est un business, c'est un travail, il y a des gens qui en vivent, et c'est assez normal qu'ils s'en inquiètent. Voilà. Donc j'ai rajouté j'ai rajouté une couche à ton propos, hein. C'est content, c'est très gentil. Est-ce qu'on est déjà dans l'esprit vacances, voilà. Oui, je vois ça. Vous êtes déjà un peu en train de. Voilà. Est-ce qu'Aurélien avait un avis à partager par rapport à cette news ou pas? Non, j'ai écouté là ce que Thierry m'a montré tout à l'heure. C'est vrai que franchement, les intonations, la tessiture de la voix du doublage, c'est franchement très très approchant de de l'original. Pour ne pas frustrer nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube, je tiens à le signaler, oui, au passage, nous sommes aussi sur YouTube, et pour éviter d'avoir des petits problèmes avec YouTube et de voir cette vidéo, la nôtre, et notre contenu censuré par YouTube, j'évite de diffuser la vidéo du MrBeast pour des questions de... trouver le lien dans... on vous met le lien, vous pouvez aller la regarder et l'écouter du coup, et vous nous en direz... C'est dommage de l'empêcher de gagner un peu plus d'argent. Mais oui, bien sûr, parce qu'il doit payer son yacht à $1 million, donc... c'est ça aussi. Oui, mais c'est pas le plus cher de la série, vous allez voir. Non, ça je sais bien. On passe à la lettre suivante, la lettre E comme éco-conception, et c'est Aurélien qui va prendre la parole pour parler d'une plateforme qui calcule les impacts d'un produit
d'un produit de manière globale, c'est l'éco-conception, le développement durable, c'est important. Aurélien. Tout à fait. Oui, en fait, j'ai relevé un article de Madines sur une start-up qui est à Station F, qui s'appelle Olis. Alors, l'adresse web m'a bien fait rire, parce que, vous savez, avec le développement des points quelque chose, maintenant sur le web, on se retrouve avec des points assez surprenants. C'est olis.earth. Donc, ils veulent respecter la Terre, donc c'est .earth. D'accord. Bref, donc c'est deux Normaliens. Je vais citer leur nom. Martin Beignet et Paul Grédigui, qui ont créé ces startups-là en fin 2022. Et donc ils font partie des 40 plus grandes, 40 startups prometteuses de Station F. Et donc ils ont créé une plateforme web à destination plutôt des gros industriels de tout secteur pour essayer d'évaluer et scorer l'impact environnemental de la création d'un produit en partant vraiment de la conception, la production, la mise en vente, la commercialisation, la logistique et la fin de vie. C'est vraiment assez poussé leur calcul, puisque ils vont jusqu'à mesurer, je sais pas, pour un textile, le nombre de litres d'eau qui a été utilisé, les filières d'importation des produits, des matières premières qui servent à faire ce produit. Ils vont jusqu'à mesurer tous les polluants, l'azote, les phosphates, tout ça qui sont utilisés, notamment pour le textile. Ils ont une plateforme web où il y a des bêta-testeurs, et puis ça sera sur abonnement pour le futur, où les entreprises, les chefs de projet, les chefs de produits, s'il y en a qui nous regardent, ils pourront utiliser cette plateforme pour essayer de scorer, et donc de concevoir de la manière la plus écologique et peut-être économique possible des produits responsables. Alors j'ai appris dans l'article aussi que, souvenez-vous, le petit lave-vaisselle Bob, ils sont en train de concevoir un nouveau produit qui a un four qui s'appellera Joe. Et ils font appel à Olis pour faire en sorte que leur four soit le plus éco-conçu, le plus éco-responsable, tant sur toute la durée de la vie du produit. Je trouve que c'est un beau travail. Le fait que ce soit multisecteur aussi, moi c'est pas des gens qui s'occupent que de produits électroniques ou que de produits et donc j'y pensais cet après-midi là, tout comme on peut avoir le Nutri-Score, l'indice de réparabilité sur les produits électroniques. On pourra bientôt peut-être avoir, grâce à cette start-up, un indice sur le taux d'éco-conception de tel ou tel produit. Et puis si on arrivait à mettre un t-shirt, une note sur une échelle à peu près semblable entre un t-shirt et je sais pas, un four à lave-vaisselle, ça aurait du sens, moi je trouve. Donc voilà, je demande à voir. Dans l'article, ils disent aussi que c'est des gens qui, et ça j'aime bien, des startups qui prennent leur temps, qui lèvent pas des millions tout de suite sans avoir, voilà. C'est des gens qui veulent garder le pied dans leur algorithme de calcul. Qui ont visité beaucoup d'usines dans les Vosges, de textiles, de choses comme ça. Et je trouve, voilà, j'aime bien aussi moi les startups qui vont pas trop vite, qui lèvent pas trop d'argent trop vite, qui comprennent leur marché, qui comprennent leurs calculs, qui ont encore les pieds dans la vraie valeur ajoutée qu'ils ont, et qui grossissent pas de manière endémique trop vite. Donc voilà, allez voir l'article de Madines, allez voir leur site. Moi j'applaudis et je dis que c'est à suivre. C'est l'occasion aussi de parler, de toucher un mot peut-être de Station F, Aurélien, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette année dans les technos, alors que c'est quand même le campus de start-up français qui fonctionne, qui existe depuis 6 ans, parisien, oui, qui existe depuis 6 ans, d'après ce que j'ai compris. L'anniversaire a été fêté il y a quelques jours à peine, je pense. 1000 start-up, 30 programmes d'accompagnement, etc. C'est quand même un outil aussi intéressant. 6 ans. Alors attention, à Station F, il y a évidemment des startups comme dans beaucoup d'incubateurs, mais il y a aussi des très gros groupes
Oui, bien sûr. LVMH, Microsoft. Un emplacement à Station F, des bureaux à Station F, pour aller détecter aussi les talents sonner, je ne sais pas quel terme utiliser, mais repérer. Voilà, merci Thierry. C'est bien d'être en physique, en fait. Parce que ça aide, c'est constructif. Voilà. Ça permet le ping-pong. Ça va aller, oui. Ah oui, t'es là. Oui, bah oui. Non, mais voilà, c'était l'occasion de le signaler. Station F, donc stationf.co. C'est aussi un endroit à aller visiter de temps en temps et peut-être aller plus loin si vous avez des idées de start-up à créer. C'est aussi une possibilité. On a fait le tour de ce sujet, ou à moins que Thierry voulait rajouter rapidement un truc. 8 secondes. Non, c'est très très bien traité. Tout est. Là, je suis obligé de le reconnaître. Ça, c'est bien mené. Non, je suis à côté de lui, j'ai intérêt à faire gaffe. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dernière fois que c'est deux loustiques ont fait un épisode ensemble, Thierry sans vergogne a piqué un sujet en plein enregistrement à Aurélien et que du coup. D'ailleurs, je propose maintenant de mettre mon prénom devant chaque sujet, toutes les lignes de la conduite. C'est beaucoup plus simple. Allez, on passe. Les sévices sont corporels là, si ça ressort pas. On passe à la lettre suivante. F comme flipper, Thierry. Quand un dauphin vaut plus de 80 millions de dollars, un produit dont tu nous avais déjà parlé il y a quelques temps de cela. Ouais, je suis très fier de toujours pouvoir vous le montrer parce que j'ai une spéciale édition, le fameux boîtier noir, parce que tout le monde l'a en blanc. Voilà, bon, ça c'est juste pour le petit joke, c'est ce fameux device qu'on vous vendait sur Kickstarter, qui a eu un montre succès comme étant l'appareil suprême pour donner dans le hacking. Alors il y a de la radiofréquence, il y a du NFC, il y a même de l'infrarouge, il y a toutes sortes de possibilités aussi de l'interconnecter avec du Wi-Fi, avec du Bluetooth, pour faire toutes sortes de choses, comme par exemple scanner des fréquences d'ouverture de garage ou ouvrir des capots de recharge des Tesla. J'adore faire ça. Voilà, c'est une autre histoire. Mais ça parle un petit peu ces temps-ci sur ce que vaut cette entreprise et sur ce qu'elle serait à amener ou elle est en train de réaliser en matière de chiffre d'affaires, puisque, je vous le rappelle, c'est un projet Kickstarter. L'appareil coûtait quelques centaines de dollars. Je ne me rappelle plus le prix exact, mais je sais que maintenant l'appareil part en flèche. Il y a des flambées incroyables sur les sites de vente aux enchères parce que tout le monde voulait se procurer cet appareil. J'ai vu des gens dépenser moult argent pour en avoir un. On parle de 80 millions de dollars, 80 millions de dollars. Et voilà, ça fait des envieux. C'est aussi le moment pour certains de critiquer cette entreprise qu'on croyait russe, voilà, qui était soi-disant basée là-bas, et puis qu'elle était aux commandes effectivement de Russes. Alors, elle s'est exprimée, cette société, pour dire non, les gars, le fondateur, il est ukrainien. On a des développeurs russes, on a des Ukrainiens, on a toutes sortes de nationalités. Et en plus, on n'est pas basé en Russie pour faire tourner cette société qui doit rattraper ce retard, parce qu'effectivement, facilement pendant 2 ans, il y a eu vraiment une ruée sur cet appareil qu'on trouvait à... Je l'ai vu passer autour des 500, 600 dollars. Il y a des gens aussi qui ont développé des choses qui viennent autour du Flipper Zero, comme ces ports qui sont sur le côté, sur le flanc, sur lesquels vous pouvez venir avec des cartes d'expérimentation. Et il y a des gars qui ont développé des trucs incroyables. J'en fais pas la promotion, je vous parle des possibilités qu'ont cet appareil, c'est-à-dire qu'avec une carte dédiée, vous faites du sniffing de réseau Wi-Fi, mais également du décryptage de clés VPA de façon autonome. Donc vous avez un appareil dans la poche qui va scanner des réseaux Wi-Fi et vous trouvez les clés qui correspondent. C'est assez bluffant. Voilà. Moi, je comprends pas que ce truc soit en vente. Je comprends pas que ce truc soit en vente libre. C'est incroyable. Alors, quand je voyage, j'ai constaté un truc. Quand je voyage puis que je fais les mises à jour, eh bien, en fait, il y a certaines fréquences qui me sont interdites. Parce que moi, à la différence de pas mal d'utilisateurs, j'ai pas flashé d'autres OS que celui qui est officiellement livré avec, qui suit sa mise à jour, qu'on peut faire en branchant à l'ordinateur ou en Bluetooth avec une application sur son smartphone, principalement iOS, sauf erreur.
mais il y a déjà des versions d'OS qu'on peut flasher là-dessus pour enlever ces contraintes de fréquence. Par exemple, en Europe versus les États-Unis, il y a certaines de ces fréquences qu'on ne peut pas activer parce que c'est protégé, quoi. Je sais pas, je crois pas que ça marche avec la Geoloc, mais c'est au moment où tu fais la mise à jour. Moi, je l'ai faite avant de venir au CES, par exemple, en janvier dernier. Eh bien, j'ai fait une mise à jour à Las Vegas qui m'a redonné accès à des fréquences que j'avais pas en Europe. Voilà, par exemple. D'accord. C'est un appareil tout à fait étonnant dont tu nous avais déjà parlé. Je pense que ceux qui nous écoutent se rappellent de ce fameux flipper qui a changé de couleur depuis, mais qui est tout à fait surprenant et qui, oui, c'est un espèce, c'est un peu l'idée, c'est un petit appareil pour hacker, mais en même temps c'est un couteau suisse, c'est ça, numérique, pour mémoriser ces objets numériques qui ouvrent des portes, qui des objets communicants, etc., etc. Si vous avez peur, par exemple, de perdre votre badge d'accès à un parking, par exemple, vous pouvez le mémoriser dans cet appareil. $169. Je précise le prix parce que tu étais parti sur d'autres... le prix normal. Voilà. Ouais. Et les accessoires, c'est une vingtaine de dollars en fonction de l'accessoire désiré. Moi, je trouve ça assez surprenant que ce soit effectivement vente libre, mais je pense qu'il y a quand même des limitations, c'est encadré, etc. Mais si vous avez envie de vous amuser, jouer, pourquoi pas, pour un étudiant en électronique, ça c'est l'outil parfait. Je le dis en passant, je sais pas ce qu'en pense Aurélien de ce genre de bidule. Moi je trouve ça plutôt amusant, honnêtement. Oui, ça permet de comprendre et de débugger pas mal de trucs. Oui. C'est clair que il peut m'arriver moi de devoir hacker tel ou tel dispositif pour un autre besoin d'un client et parfois voilà, et de comprendre comment ça fonctionne savoir comment comprendre, décoder une trame quelle qu'elle soit, qu'elle passe par l'infrarouge, qu'elle passe par du wifi, par tout ça, ça permet de sniffer, de décoder des choses et de comprendre comment ça fonctionne pour l'utiliser à un autre usage, pas forcément usage illégal, hein, ça peut être non, tout à fait, Non, je pense que c'est pas un outil, enfin, ça a l'air comme ça d'être un outil qui est fait pour hacker, pour espionner, pour etc., mais je pense qu'effectivement, s'il est toujours en vente libre et qu'il a le succès qu'il a, et enfin, le succès, on peut comprendre qu'il y ait de la curiosité aussi, mais qu'on continue à en parler, etc., je pense que c'est assez clair pour tout le monde que c'est pas avec ça que vous allez, je sais pas moi, rentrer illégalement dans un garage ou faire démarrer une voiture, des choses comme ça, ou voler une voiture, des choses comme ça se saurait, je pense. Oui, puis entre nous, si on cherche sur Internet, on va trouver des appareils bien plus méchants, bien plus, comment dire, violents en matière de possibilités. Là, Flipper Zero reste un petit peu un nice to have pour s'amuser, pour essayer des choses, plus que des vrais outils de piratage qui sont malheureusement aussi très faciles d'accès sur la toile. Ouais. On n'en dira pas plus, Thierry, parce qu'on passe à la lettre L. On est comme ça, on fait des sauts dans notre abécédaire. On va sur la lettre L, l'UNI avec deux I, Aurélien. Après la boîte à histoire, voici Flamme. Il faut que tu m'expliques ce lancement parce que moi personnellement j'ai pas cliqué sur les liens. J'ai pas eu le temps. D'accord. Donc je suis ton premier auditeur. Je bois tes paroles. Eh ben écoute, alors t'es pas trop la cible. Je pense que tu es pas trop la cible, mais d'accord. Tous les parents qui nous écoutent sont la cible. Souvenez-vous, 2013, une jeune femme, Maëlle Chassard, lance une campagne de crowdfunding pour développer la boîte à histoire. Vous vous souvenez pas de la boîte à histoire? La boîte à histoire, c'était un petit device aux couleurs guillerette, un peu bleu, jaune, dans lequel vous pouviez, donc vous donniez à votre enfant, et avant de se coucher, il écoutait une histoire, et à des moments, l'histoire s'arrête, il faut faire un choix entre est-ce que le personnage il rentre dans le château, il rentre pas dans le château. C'est scénarisé, c'est bien ça. Voilà, c'est chouette. Ouais. Et donc ça a fait un gros carton, hein, souvenez-vous, ça a été en vente chez Nature et Découverte, et alors c'est sorti en 2013, mais je crois que 2014-2015, ça a battu en vente à Noël Playmobil, Lego et tous les autres. Donc c'était vraiment un gros buzz, et ils ont bénéficié aussi d'une image de marque assez bonne parce qu'ils ont rapatrié la production en France. Faut savoir que les cartes électroniques sont fabriquées en France, la plasturgie est faite en France, l'assemblage est fait en France, et donc ils reviennent, l'UNI, avec un nouveau
device qui est pour les plus grands. La boîte à histoire c'était plus 3-7 ans, et là ils viennent avec un nouveau qui s'appelle Flamme et qui est destiné aux 7-11 ans. Donc c'est un petit device avec un écran cette fois-ci qui n'est pas tactile. Et ça ressemble un petit peu à une Game Boy. Alors évidemment l'écran c'est pas l'écran de la Game Boy, hein. C'est un écran moderne, un peu type smartphone. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis il y a des gros boutons à tourner, à pousser. Et donc l'idée de Maël Chassard et des équipes de l'Uni, et le constat c'est surtout que les pré-ados, on va dire 7-11 ans pré-ados, vont sur les écrans et ne sont plus créatifs ou n'ont plus d'imaginaire. Et tout le but de cette boîte, c'est justement de développer l'imaginaire des enfants. Et donc ils ont fait un device qui est technologiquement poussé. Il y a un écran, alors l'écran n'est pas tactile, et il y a sur le même principe des histoires qui sont des histoires originales, hein. L'Uni crée ses propres histoires. Et vous allez choisir où va l'histoire en fonction de différents scénarios. Il y a un accès Wi-Fi, mais qui ne sert qu'à transférer des histoires du smartphone des parents vers le Flamme, le device Flamme. Lorsque l'histoire est racontée, l'écran est éteint. Il n'y a pas d'accès internet sur Flamme évidemment. Voilà, donc c'est un domaine qui est maintenant très très concurrentiel, hein. Il y a eu d'autres devices par d'autres boîtes, y compris des éditeurs, hein. Bayard Presse Jeune, qui est un très très gros éditeur d'histoire pour enfants, s'est accoquiné avec Radio France pour lancer Merlin, une enceinte dédiée aux enfants avec du contenu. Donc aujourd'hui l'Uni se porte bien, mais ils sont obligés de se renouveler et de proposer de nouveaux devices. Moi je trouve que pour les enfants c'est super. Je suis pas client, mais en tous les cas je trouve que le concept est très 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 bien pensé. Ils ont des histoires originales qui font qu'ils se démarquent un peu des concurrents que j'ai cités. Et puis là, en 2023, ils viennent de lever pas loin de plus de 10 millions d'euros pour développer ces nouveaux produits, ces nouvelles histoires. Le branding, le marketing autour de ça, c'est pas neutre, hein. Il y a du boulot, hein. Mais en tous les cas, c'est une belle histoire entrepreneuriale sur une idée assez originale au départ, assez précurseur, hein. Ils étaient les seuls, hein, à vendre ça en 2015-2016, et maintenant, maintenant c'est plus concurrentiel, donc il faut qu'ils se développent, qu'ils se démarquent par du contenu. Et puis c'est bon pour la culture et l'imaginaire de nos enfants. Moi, j'applaudis. Et alors ce genre de petit appareil, moi j'ai découvert ça tout à fait récemment. Je connaissais pas du tout, parce que très honnêtement, à partir du moment où, moi bêtement je considérais qu'à partir du moment où tu as un smartphone ou un baladeur, même un vieux baladeur MP3, tu télécharges des trucs lus et autres, et ça fait la blague. Pas du tout. Il y a des choses spécialisées. Alors c'est pas le même fabricant, mais toujours chez on va leur demander des sous si ça continue, mais chez Nature et Découverte par exemple, ils ont des livres audio d'aide au sommeil pour tous les âges, et dans lesquels il y a c'est un petit appareil que ça ressemble à un petit transistor, un petit poste de radio tout petit, mais dedans il y a plein d'histoires dites avec une voix plutôt reposante et un rythme plutôt reposant, et qui permet comme ça de mieux s'endormir par exemple. C'est ce genre de... Vous connaissiez ça ou pas du tout, ce genre d'appareil? Ça me fait penser que chez eux, ils ont aussi des boîtes à son avec des trucs. Oui, par exemple, la Merle. Ça fait partie du même type d'outils. C'est un petit peu coûteux, mais il y a beaucoup d'histoires dedans. Je sais pas combien exactement, mais il y en a un paquet. Et donc, il y a rien à télécharger. Il n'y a pas d'ondes qui sortent du truc. C'est neutre, on va dire. C'est vraiment un lecteur audio. Vous pouvez pas rentrer de son dedans, mais c'est un truc un peu fermé, mais je trouve que ça a du sens aussi pour la simplicité, simplement. Voilà. C'est un produit français alors? C'est français, monsieur. C'est pas de notre galaxie alors?
Non, ok, seuls les plus vieux auront compris. Ouais. Ouh là 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 là, ouais, parce qu'un flamme. D'accord, c'est bon, j'arrête. Ouais. Allez, on est passé à la lettre L comme laser. Ah bah tiens, on reste dans le domaine, hein, Thierry. Sabre laser, machin, etc. Youpi. Ah bah oui. Ouh là là, il est temps que la saison se termine. Thierry, on va parler de laser. Quand c'est plus simple qu'avec de la fibre. Et ça, c'est bien le laser aussi, quand c'est plus simple. Voilà. Tout à fait, ça s'appelle un effet de transition, le Captain Flamme, le laser et tout ça. Et c'est du Suisse, voilà, dont on va parler, c'est l'EPFZ, l'école polytechnique de Zurich, qui s'est amusé à faire un test en grandeur nature entre un spot qu'il y avait dans la ville de Berne et la Jungfrau. Jungfrau, c'est le petit nom d'une de nos montagnes pour carrément parcourir plus de 50 km avec un faisceau laser à très haute fréquence. Pourquoi ? Pour aller balancer du réseau internet plus loin, plus rapide, puisqu'on parle de bande passante de téra, de plusieurs téras. Et l'article que je partage avec vous vous fera comprendre quels sont les avantages. Alors le premier qu'on se dit, c'est tout de suite, mais s'il y a un oiseau qui passe, machin, etc. En fait, non, tout est prévu, puisqu'on est déjà sur des fréquences plus hautes, sur une plus grande précision. Et l'idée qu'ils ont là derrière, c'est de dire c'est bien les câbles sous-marins, mais ça coûte de l'argent, c'est dur à entretenir, c'est cher à entretenir. Et on pourrait s'amuser avec des points terrestres ou aériens, de faire mieux que par exemple ce que nous propose Elon avec son système basse fréquence, ou en tout cas onde radio, voilà, pour être plus précis, puisque là on est dans des fréquences bien plus hautes qui permettent non seulement du multiplexage, c'est-à-dire d'utiliser sur le même faisceau, comme sur la fibre optique, plusieurs canaux de distribution, mais là on atteint des sommets en matière de bande passante. Et eux, ils viennent avec un démonstrateur qui a cartonné, puisque ils ont fait ces tests sur plus de 40 bornes. Et dans l'article, on apprend qu'ils seraient tout à fait disposés à proposer cette technologie pour que, par exemple, un maillage de satellites, on a cette image dans les films de science-fiction où tu vois la planète entourée de plein de satellites interconnectés et tout. Peut-être qu'on va y venir parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus fiable, mais on peut aussi l'utiliser sur des points terrestres. Et voilà, je suis pas peu fier de dire que c'est mes copains suisses-allemands de l'EPFZ qui ont réussi cette prouesse. En tout cas, ça fait envie chez certains opérateurs qui se payent des parts de gâteau assez astronomiques pour les câbles sous-marins. C'est des revenus monstrueux, mais c'est aussi une grosse source de coûts, puisque entretenir tout ça, vous imaginez bien, quand il y a un réseau de fibres qui casse, je sais pas, à cause d'un petit sous-marin en fibre de verre. Non, je plaisante, désolé. Mais voilà, il y a la pêche, il y a l'usure, il y a plein de choses qui font qu'effectivement ces réseaux sous-marins sont amenés à vieillir, à se casser, à être changés. Voilà. On avait parlé de ce type de technologie laser, justement de la même manière, et justement aussi pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la bande passante extrêmement large, pour communiquer avec une future station lunaire. C'était quelque chose dont on avait parlé il y a déjà quelques épisodes, et on avait dit il faut bien viser. Oui, il ne faut pas se tromper. Alors, vous allez comprendre dans l'article qui va avec cette ressource qu'ils ont développé un miroir qui permet... Alors après, on rentre dans des considérations techniques que je ne vais pas ici aborder, mais le miroir d'émission, mais surtout celui de réception, est capable de vraiment très bien récupérer le flux, focaliser. C'est lui aussi qui va intervenir sur... parce qu'ils se sont amusés à faire le test aussi avec du très mauvais temps, du brouillard, des choses comme ça. Et ils ont pu assurer les débits, les bytes qu'ils utilisent, ou plutôt les bits qu'ils utilisent pour le codage de chaque paquet, on va schématiser parce qu'on n'est pas aussi simple que ça, sont très bien structurés parce qu'ils sont nombreux, ils permettent effectivement un quittançage de ce qu'on envoie et de ce qu'on reçoit pour en garantir la conformité. La prouesse, elle est aussi là, c'est sûr, effectivement, comment on reçoit ce signal. Puis tu as raison effectivement de dire pour l'espace, puisqu'on est encore en train de travailler avec de l'onde hertzienne, de l'onde radio.
là où le laser va être un sacré bouleversement pour améliorer ça. Ouais. Et avec une très large bande passante, ça veut dire avec beaucoup d'informations qui peut passer, donc de la vidéo, de la 4K, de la 8K, pourquoi pas, des choses comme ça. Plein de cas dedans, et voilà. Si ça vous intéresse, si le domaine vous intéresse, on vous a mis des liens vers 2 articles dans la description de cet épisode, comme on le fait d'ailleurs pour toutes les news dont on parle, je le répète chaque fois, mais c'est important parce que la presse technologique, elle a besoin de vivre aussi, et c'est par vos visites et peut-être vos abonnements futurs que la presse et le journalisme de qualité peut vivre, et nous on essaye humblement dans ce podcast de se faire l'écho des meilleures news, ou en tout cas des pépites que nos chroniqueurs découvrent chaque semaine. Comme c'est bien parlé, non on peut passer à la lettre suivante, qui est la lettre Q comme quantique. Et c'est évidemment Aurélien qui va nous parler de quantique, le nouveau défi de l'Internet quantique, la communication quantique. Qui connaît ça? Apparemment Aurélien. Non, justement, non. Non, mais je connaissais, justement, je suis tombé sur un article qui m'a titillé, parce que je connaissais l'ordinateur quantique, vous connaissez la start-up Pascal en France là, qui cherche à développer des nouveaux types d'ordinateurs qui ne sont pas basés sur des bits qui valent 0 ou 1, mais sur ces fameux qubits qui peuvent valoir à la fois 0 et 1, ou un état entre les deux. Et donc c'est basé sur la probabilité. Et donc je tombe sur un article cette semaine qui dit l'internet quantique. Je dis tiens, c'est bizarre, ça, je connaissais pas. Pourquoi l'internet quantique? Et la Chine qui dit qu'elle a réussi à transmettre un message codé inviolable sur 1100 km. Je dis, c'est bizarre, moi je pense que je peux envoyer à Marseille, qui doit être à peu près à 1100 km de chez moi, je dois pouvoir envoyer un message codé par internet, ça me pose pas de problème. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'internet quantique? Et donc je suis fait un peu de recherche, je suis tombé sur un article de ZDNet qui est pas tout frais, mais qui est très complet, et qui essaye d'expliquer en quoi, qu'est-ce que l'internet quantique, et en quoi les qubits vont nous permettre de mieux communiquer, et non pas faire des calculs, c'est sous-jacent, mais ne pas faire des calculs comme un ordinateur quantique le ferait. Alors, l'article est assez long, mais je vais m'arrêter sur 2 notions. La première notion, c'est une notion de cryptographie. Alors, je vous renvoie, vous avez du temps cet été, je vous renvoie aux hors-séries de l'année dernière, où Sébastien, l'autre chroniqueur, avait mené quelques hors-séries sur la cryptographie, donc la moyen de coder une information de manière sécurisée sur un réseau internet. Quand vous avez une page web avec marqué HTTPS, ce qui veut dire secure, comment la transaction elle est faite entre votre PC et le serveur. Donc le QKD, c'est le Quantum Key Attendez, il faut mes notes. Ça va aller. Distribution, pardon. Donc là on parle de cryptographie, ces fameuses clés d'échange dont on parlait sur la cryptographie, on va les mettre sur des qubits. Et pourquoi on va les mettre sur des qubits? Parce que c'est censé être beaucoup plus sécure que les clés qu'on peut avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on émet une clé sur des qubits, imaginons que je sois l'émetteur et que Thierry soit le récepteur. Si je lui envoie la clé en qubit, le fait de la lire, de la mesurer, la corrompt. Donc en fait, c'est très facile de savoir si la clé a été lue par quelqu'un d'autre, puisqu'à partir du moment où Thierry la lit, elle est corrompue et plus personne ne peut la lire. Donc voilà, c'est à usage unique, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est l'intrication et l'enchevêtrement de qubits. Alors là, c'est pareil. C'est que si j'émets une clé en tant qu'émetteur, j'essaie de faire mon Sébastien, c'est peut-être pas. Si j'émets une clé en tant qu'émetteur et que je l'envoie à Thierry, qui sera le récepteur, toute modification chez moi aura une modification chez lui sans qu'il y ait de lien physique entre lui et moi. C'est-à-dire que y a cette notion du fait qu'on possède tous les deux une clé, que si l'un modifie, ça modifie chez l'autre sans qu'on ait de communication entre nous deux.
Donc, allez lire l'article, c'est très très complet et c'est assez complexe. Ce que disent les chercheurs aujourd'hui, c'est que ça nous ouvre des portes sur des moyens de crypter pour l'aérien, pour les banques, pour tous les domaines hyper où on a besoin de sécurité très forte, mais que ça ne sera pas sur l'Internet qu'on connaît, parce qu'en fait, s'envoyer des qubits par des fibres optiques, par exemple, c'est très délicat. Parce que c'est très soumis à il y a beaucoup d'erreurs dans ces transmissions et que pour l'instant les transmissions sont de très faible portée. Et je reviens au premier article dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un record d'arriver à envoyer une clé codée sur des qubits sur une distance de 1100 km comme l'ont fait les Chinois. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils en sont à quelques centaines de kilomètres. En France, on a un proto, je crois, dans la banlieue parisienne entre deux labos sur 50 km. Donc aujourd'hui, envoyer des clés de cryptographie sur des qubits, ça se fait, mais les moyens qu'il y a aujourd'hui, notamment sur fibre optique, nécessiteraient des répéteurs tellement fréquents que on ne pourrait pas faire un réseau maillé très... Ce ne serait pas très performant, quoi. C'est pas très performant encore aujourd'hui. Donc l'article est très intéressant. Moi j'ai appris ce qu'était que l'Internet quantique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est assez vulgarisé, c'est assez compréhensible. On n'y est pas. Hein. Aujourd'hui, les gros ordinateurs comme ce que développe Google et IBM, il y a 50 qubits dans l'ordinateur. C'est pas avec ça qu'on va faire des clés hyper sécurisées. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, mais il y a moyen de le théoriser, malgré tout. Voilà, il faut développer des ordinateurs avec des qubits et il faut réussir à les mailler ensemble pour que on mutualise les qubits et qu'on arrive à faire des clés de cryptage qui soient réputées inviolables. Après, on le sait très bien, c'est pas. On dit aujourd'hui qu'elles sont inviolables, mais il y a bien quelqu'un qui un jour arrivera à percer ce secret. Ce que l'homme peut faire, l'homme peut le défaire. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça, On a bien parlé de... Alors je précise pour les alcooliques qui nous écoutent, on a bien parlé de qubit et non pas de qubit. Le qubit est un réservoir dans lequel on met du vin. D'ailleurs, on doit souligner qu'on est en train de rien boire pendant cette émission. Oui, ça c'est terrible. En fait, ce qui vous manque, parce que, alors pour le repréciser, vous êtes le long d'une piscine et dans des transats par-dessus tout, ce qui vous manque, c'est des cocktails, hein, un verre à la main avec un parasol dedans. Et voilà, vous êtes très très loin de moi, mais j'y pense très fort. Voilà, c'est dommage. Donc, vous avez oublié ce petit détail. C'est pour ça que je pense qu'il va nous falloir. Il va falloir se payer les services d'un assistant de production pour les prochains épisodes finaux de saison, puisque ce genre de choses-là, on ne le fait en général qu'une fois par an. On peut passer à la suite, qui est la lettre T comme tombe, Thierry. C'est joyeux. Quand tu tombes sur des voitures neuves invendues, tu tombes. Oui, mais c'est quand même une histoire de tombe. Alors, je vous rassure, voilà, on va parler plutôt de cimetière, puisque peut-être vous le saviez, moi je l'ai appris grâce à ces différents articles, que en Chine, quand on produit une voiture électrique et qu'on l'immatricule, on peut bénéficier d'aides financières de l'État. Et il y a un YouTuber qui est en train de faire parler de lui et qui a partagé des tonnes de vidéos où on voit effectivement des cimetières, mais avec des centaines et des centaines de voitures. Il y a même du Beyond, cette fameuse marque chinoise que j'aime bien suivre. Donc vous imaginez des voitures qui n'ont jamais roulé, neuves, avec les plastiques de protection sur les écrans et les sièges. Donc elles sont prêtes, elles pourraient être vendues. Mais voilà, elles sont parquées dans un terrain vague d'une province chinoise pour simplement être posées à quelque part, puisqu'elles sont toutes immatriculées. Je ne connais pas le système chinois. Par exemple, en France, ça diffère totalement de notre système en Suisse. Chaque voiture en France est immatriculée et l'immatriculation lui est propre au véhicule, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est plutôt la plaque d'immatriculation qui est attribuée à une personne. Donc quand on change de voiture, on change de plaque d'immatriculation. Donc j'imagine
j'imagine que le système chinois peut s'apparenter au système français. Mais voilà, on tombe dans des travers et ça touche des marques quand même assez connues, des fleurons de la technologie chinoise, parce qu'il faut le reconnaître, ils font de très très belles choses. Voilà, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ça semble être avéré, puisqu'il y a plusieurs journalistes qui se sont mis sur le coup pour dire que probablement, pour gonfler les ventes, pour gonfler les aides de l'État, on va simplement produire des voitures et pas les vendre. Je trouve ça vraiment super frustrant, parce que il y a sûrement des voitures intéressantes qui pourraient faire des heureux, et puis c'est un gâchis écologique qui s'annonce. Complètement. Là, vous imaginez bien que ces voitures, elles sont probablement équipées de pied en cap, prêtes à partir, donc avec des batteries, et j'ose pas imaginer ce qui va se passer d'ici quelques années. C'est une dérive complète, une fois de plus, hyper productivité. C'est quand même absurde. Il y a le même type de phénomène, même si là c'est pour d'autres raisons, avec les trottinettes, paraît-il, dans certaines villes chinoises, où on ne les recharge plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont déchargées, on les jette. Voilà, tout simplement. Elles partent à la benne. Enfin, c'est quand même, on nage en pleine absurdité, surtout à notre époque. On puise dans les ressources de la nature et on n'en fait rien finalement, que des bêtises comme ça. Je trouve ça dramatique, moi, très, très honnêtement. Des cimetières de voitures, on en a tous connu, de vieilles voitures, tu vois, des gens qui ont stocké des voitures au fond de leur terrain, et puis ils meurent, et puis c'est quelqu'un d'autre retombe dessus, et ça fait le bonheur des gens qui retapent des vieilles voitures. Tu vois. Bon, voilà, mais là c'est du gâchis, c'est un gâchis sans nom. Oui. Et petite parenthèse par rapport à tout ça, je vois fleurir des tonnes de vidéos de pseudo-études sérieuses et tout. Je suis pas là le meilleur spécialiste pour vous dire si ou non c'est fondé ou bien quoi. Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur ce que coûte en pollution la construction de voitures thermiques versus... c'est un vieux débat, versus l'électrique. Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire non, mais on part. Moi, je vous donne mon avis et puis ça sera le mot de la fin. Je pense que c'est qu'une étape, la voiture électrique, parce qu'on va vers d'autres choses, on doit aller vers d'autres choses. Déjà aussi repenser l'automobile. Est-ce que c'est utile de déplacer plusieurs centaines de kilos, voire plus d'une tonne pour une seule personne? Voilà, le débat est ouvert, mais voilà, ça va aider, ça va donner du grain à moudre à ceux qui sont contre la production de véhicules électriques. Et puis ça va pas aider aussi l'image de nos amis chinois qui pourtant sont en train de percer sur le marché de l'automobile électrique. Ils font de très belles choses, performantes, bien pensées, ergonomiques, même design. Voilà, je suis un peu triste d'être tombé sur ces vidéos. J'aimerais bien aussi qu'en Europe on se retire un petit peu les doigts et qu'on produise des belles voitures performantes, etc. À l'occasion, ce serait pas mal aussi. Il faut quand même le signaler au passage. Puisque tu es là, Thierry, avant de repasser la parole à Aurélien, parce qu'il reste encore une lettre dans notre abécédaire de la semaine, parce que tu n'as pas parlé van dans ce dernier épisode de la saison, mais je sais que tu en parleras. Je sais qu'on parlera de van dans le bonus, mais on commence à voir pointer le bout du nez de certains constructeurs de vannes aménagés ou de camping-cars, ou comme on dit en Belgique, de motorhome électrique. Je dis ça, je dis rien, et ça commence à arriver. La marque Burstner, en l'occurrence, a un modèle récent qui est proposé électrique. C'est une question qui revient régulièrement quand on parle de van life, ou en tout cas de véhicules de loisirs. Il serait temps aussi, parce que véhicules de loisirs, van life, ça va aussi de concert avec un certain état d'esprit, nature, etc. Donc ce sera assez logique que là aussi on passe à l'électrique. Là, on passe à la lettre V. V comme Venturi, Aurélien. Venturi qui réinvente la roue, une roue un peu particulière. Moi, j'ai adoré ce truc-là. Ça fait un moment que j'observe ce qui se passe autour de la roue. C'est très bête à dire comme ça, hein, mais c'est vrai. Parce qu'il y a moyen de faire mieux. C'est ça, par exemple. Oh là là. Dans la roue, il y a des pépites et non pas des pipettes. C'est le cas ici, il n'y a pas de pipette. Oui, alors
connaissais pas cette société, Venturi, qui a des antennes un peu partout. Ils ont un site internet qui est très beau, très bien fait, parce qu'en fait, de ce que j'en ai vu, c'est un patron qui a une vision et une blindée d'ingénieurs derrière qui se lancent des défis. Oui. Et avant de parler du sujet de la fameuse roue du robot, du rover, je vais parler de la jamais contente. Vous savez, ici on est en Picardie, pour tout le dire, on est à Compiègne. Et à Compiègne, dans le musée de l'automobile, il y a la jamais contente de Genadzi, qui est la première voiture électrique. En forme de cigare. En forme de cigare, qui a dépassé les 100 km/h. Et donc Venturi, j'ai vu ça sur leur site, c'était une coïncidence heureuse, a développé à Bonneville, alors ce n'est pas le Bonneville en Haute-Savoie en France, c'est le Bonneville aux USA, une jamais contente, pour reprendre un petit peu ce qu'avait fait Genadzi, pour essayer avec un moteur électrique, ou plusieurs moteurs électriques, de battre le record du monde, et ils sont atteints, alors il y a plusieurs versions, mais les 549-550 km/h, grâce à cette jamais contente version moderne. Il y avait une première version avec une pile à combustible et une autre avec des batteries lithium-ion phosphate, je crois, ou lithium fer phosphate. En tous les cas, allez regarder ce site, il y a plein de trucs de gadgets, de gros joujoux d'ingénieurs, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est une espèce de laboratoire géant voilà. Oui, t'as une idée, allez, on le fait. Alors, je connais pas cette boîte, je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression, en tous les cas en regardant le site internet, que c'est un grand laboratoire, un grand serious game pour ingénieurs, quoi. On peut s'amuser, je vais pas dire avec budget illimité, mais en tous les cas, il y a de quoi s'amuser. Ils ont des projets et des défis. Je te coupe, mais ça rejoint un peu l'idée qu'on se fait quand on regarde certains vieux films américains de l'aventurier, du milliardaire aventurier qui met son pognon dans des trucs un peu extrêmes, un peu voilà, mais qui font avancer un peu la blague. Je vais pas dire que Elon joue dans la même cour, mais il y a certains projets d'Elon Musk qui sont un peu de ce scène-là. J'ai pas dit tout, hein, attention. Non, soyons clairs. Et donc revenons-en à l'actu. L'actu, c'est toi, Marc, qui l'a partagé et qui. Moi, j'aime les pneus, c'est bien. Pardon ? J'aime les pneus, c'est ça que je voulais. T'aimes les pneus, d'accord. Ok. Donc, au salon du Bourget, Venturi a présenté et Venturi Astrolab a présenté un rover qui partira sur la Lune, qui fait 2 tonnes, 2 tonnes 5, je crois, et qui est pourvu de roues. Qui sont complètement innovantes, parce que sur la Lune, vous savez, déjà il fait très froid, entre moins 90 et moins 230, et le problème c'est que envoyer un rover et ça sera Starship qui va le livrer, on voudrait qu'il fasse quand même quelques kilomètres. Là on voudrait qu'il fasse 1000 km. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents sur quelle roue mettre sur ce type de rover pour faire 1000 km sur la Lune. Vous êtes dans des situations très froides, vous êtes dans un sol très mouvant. Dans l'article, il parle même de consistance de la farine. Hein. Vous imaginez que bien, pour faire 1000 km dans la farine, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est pas évident. Il y a un relief aussi. Et donc, ils ont inventé une roue. Alors, ça me laisse un peu sur ma faim parce que je sais pas j'ai pas les plans et je sais pas exactement comment ça marche, mais il y a un moyeu, il y a 192 rayons qui sont reliés à une partie extérieure complète, hyper déformable. Alors ils ont inventé un matériau pour ça, alors ils en disent pas plus, mais quand vous regardez les différentes photos qui sont fournies, y compris celle du Bourget, c'est un peu comme si vous imaginiez que vous rouliez sur des pneus dégonflés. La surface inférieure du pneu, elle est plate, elle n'est pas circulaire. Mais il doit y avoir un bon rendement quand même, malgré cette déformation. Voilà. Et donc, je le disais, un moyeu central, 192 rayons, une partie hyper déformable avec des ressorts qui entourent cette. Je ne vais pas appeler ça un pneu, mais cette bande périphérique. Donc les 4 roues sont équipées de ça. Et donc l'objectif est de faire 1000 km. Alors je me suis posé une question en préparant l'épisode. Est-ce que vous connaissez le ratio entre le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune ? À la louche comme ça, c'est 10, c'est 20, c'est 3, c'est 2, c'est 4. Oh là là, je l'ai su ça, mais je peur de dire une bêtise.
C'est à peu près 4. La Lune est a un diamètre de 3000 et quelques kilomètres. Donc vous voyez, avec un rover qui ferait 1000 kilomètres, déjà on couvre pas la Lune, mais on commence à pouvoir explorer une partie non négligeable, une crotte de mouche sur la Lune, quoi. Donc c'est intéressant et ça a l'air d'être vraiment franchement, c'est une équipe d'ingénieurs où j'aimerais bien travailler parce que, à mon avis, voilà, c'est comme Marc le disait dans un épisode précédent. On arrive le matin, on a une idée, ils font pas 10 000 réunions avant de faire le proto. Oui, on va essayer, ils vont dans l'atelier. Tentons l'aventure. Voilà, alors, c'est pas la première fois que le problème se pose de roues pour aller sur la Lune, parce qu'il y a déjà eu un rover pendant l'émission Apollo sur ce qui a été transporté sur la Lune. L'autre problème, c'est le volume que cela prend. On peut prendre des roues complètes déjà montées, c'est quand même très très encombrant et très très lourd. Et donc, il avait déjà fallu trouver des astuces et un système. Ils avaient fait un système. Il y avait forcément pas d'air dans les pneus, mais c'est un système de ressort en sachet, un peu comme des matelas, qui faisait que la roue, une fois qu'elle était sortie de sa boîte, un peu comme les matelas modernes que vous achetez sur Internet maintenant, vous voyez, vous ouvrez la boîte et ploump, le truc gonfle et se met à dimension. Ben là, c'est un petit peu le même principe, parce que effectivement, la Lune, c'est quand même une surface un petit peu particulière. Ils avaient montré tous les tests aussi qu'ils avaient fait là-dessus. C'est la NASA qui a fait ces expérimentations, et avant ça, quelques années auparavant, les Russes, à l'époque de l'URSS, avaient travaillé là-dessus aussi, parce qu'ils avaient envoyé un rover, on l'a appris bien plus tard parce que c'était classifié comme information, ils avaient envoyé même 2 fois un rover sur la Lune, et là aussi il fallait imaginer des roues pour que ce rover puisse avancer avec le peu d'informations qu'on avait sur parce que là, à ce moment-là, personne n'avait encore posé le pied sur la Lune. Pour la petite information, l'ingénieur qui avait mis ce rover en œuvre, qui l'avait conçu, avait été appelé lors d'une grande catastrophe, celle de Tchernobyl, pour mettre en œuvre les robots qui ont fait le nettoyage aux alentours du réacteur de Tchernobyl. Fin de la parenthèse, c'était la séquence vieux con. Il fallait bien en faire encore une cette année. Non, mais c'est vrai que le problème est assez complexe, parce que forcément, pour être dans un terrain très meuble, il parle de roues de très grande dimension, mais les emmener, comment on fait pour les emmener? Oui, c'est ça. Et donc c'est la NASA qui, d'après ce que j'ai compris, la NASA a missionné plusieurs startups, plusieurs boîtes, dont Venturi, pour imaginer les futures roues. Ils développent des prototypes et la NASA fait son choix après. Des roues lyophilisées. Des roues lyophilisées. Bon, après, il faut trouver de l'eau. Il faut trouver de l'eau, oui, c'est ça. Voilà. Et si on mettait simplement des roues à gonfler à la bouche, tu vois, et ils soufflent comme des... voilà. Ça risque de poser quelques soucis quand même, à un moment donné. Bon, écoutez les amis, on arrive au terme de cet épisode. Vous l'avez compris, il y aura un bonus. Oui. Encore une fois, on va bien terminer la saison tout de même. Ces deux loustiques ont en plus des choses encore à dire, vous l'imaginez bien. On va avoir un bonus d'une quinzaine de minutes. Il est peut-être même déjà disponible. Alors à ce moment-là, comme dirait l'un des deux Sébastien, oui mais alors pourquoi est-ce qu'on va l'enregistrer s'il est déjà disponible? Ok, fermons la parenthèse. Et on va vous retrouver, j'imagine, dans la même position ou pas pour ce bonus? Non, on va se mouiller un peu. On va se mouiller un peu parce que voilà. Okay. Désolé pour le cadrage, hein, effectivement. Oui. Et puis on va poser nos micros et vous souhaiter, voilà, on va vous souhaiter un très bel été, mais surtout venez pour le bonus, hein, parce que ça se passera là, voilà. Séquence live. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais attendez, je vous décris l'image. Donc petite piscine intérieure. Alors là, j'espère qu'on va pas être censuré parce qu'ils sont en train de se dessaper. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire... Voilà, ils sont partis dans... Ils y sont. Il faut trempette. Bon, merci les amis. Pour vous dire qu'on se retrouve très bientôt. On sera au... De très loin. Ah ouais. Oui. Ah, trop long le... Bon, allez, on se retrouve pour le... Merci les gars. On se retrouve pour le bonus, mais c'est vraiment n'importe quoi cet épisode. À très bientôt. Salut. Portez-vous.